Bonsoir, salut tout le monde, salut Twitch et salut Facebook. Ce soir on est aussi sur Facebook pour la première fois, normalement tout fonctionne. J'espère que vous allez bien. Installez-vous, installez-vous. Nous on s'installe aussi. Ouais, ça marche, super. Bonjour Sigfi, bonjour Naofono, bienvenue. Donc voilà, ce soir on avait prévu de parler de Game of Thrones avec vous. Je suis encore avec Fabien, qui était là la semaine dernière, que vous connaissez maintenant, hein, c'est un habitué. Fabien Salut. qui est de la rédaction de Sciences Humaines. Et je suis aussi avec Monté de Linguisticae, que certainement vous connaissez si vous traînez sur YouTube ou sur Twitch. Voilà, il est avec nous aujourd'hui, c'est un plaisir de t'avoir, Monté. Pour Un ceux qui ne le plaisir connaissent partagé. pas, juste rapidement, Monté a étudié en master de linguistique et depuis il est youtubeur et streamer. Il parle voilà, de linguistique, comme son Et master très l'indique. sincèrement, c'est une de mes chaînes YouTube préférées pour s'initier aux sciences du langage. Déjà, il n'y en a pas beaucoup, vraiment sur les sciences du langage. Et celle-ci est vraiment excellente, donc je la recommande vivement. Et pas seulement parce que Monté est avec nous ce soir, ça fait très longtemps que je le suis et je suis très content de faire ce live avec toi aujourd'hui. De toute façon, Ouais. tous les invités ici, on les invite parce qu'ils font du bon boulot. C'est le principe, c'est parce qu'on aime bien ce qu'ils font. Salut Dim. Ok, bon bah voilà, donc le sujet de ce soir c'était les langues dans Game of Thrones. Euh, Les langues imaginaires. ouais, les langues imaginaires. Alors, Monté, t'as fait une vidéo dessus il y a quelques temps. Une longue vidéo d'ailleurs, hein, qui a été produite un peu plus que d'habitude, j'ai l'impression. Euh, du coup, c'est quoi qui t'avait donné l'idée de la faire? Bah moi, Game of Thrones, j'ai évidemment tout suivi, hein, j'ai pas pu passer à côté. Plus, moi, j'aime assez bien les univers un peu médiévaux, un peu fantastiques aussi, Ouais. et j'aime aussi les langues construites. Et il y avait tout ça dans la série, donc très rapidement, j'ai accroché, j'ai fait partie de ceux qui ont regardé tout au début, alors que je connaissais pas le livre du tout. Ouais, t'as commencé avec la J'ai série, vraiment comme la regardé. plupart des gens en Ouais, fait. ouais. Ensuite, j'ai lu les livres, ça, on pourra en parler aussi. Enfin, je les D'accord. ai pas tous lus, ça a Et été ils sont pas compliqué. tous sortis de toute façon. On Non, attend oui, alors toujours ça, la Ah oui, suite c'est vrai vieille que la d'éternité. fin est pas faite. Et du coup, la première fois que tu as vu la série, qu'est-ce que tu as pensé des langues spontanément quand tu as commencé à entendre un peu de Dothraki ou de Valérien? Est-ce que ça te semblait crédible, intéressant, ou est-ce que tu as eu besoin de creuser pour trouver cet univers linguistique intéressant? bah, tout au début, je me suis pas vraiment posé la question. J'ai salué l'effort parce que c'est maintenant, on le fait de plus en plus, mais c'était quand même relativement rare. D'ailleurs, euh, Peterson qui a été casté là, pour faire les langues de Game of Thrones, maintenant il fait les langues il est appelé pour tout, quoi. Il est appelé pour tout, n'importe quoi. Donc, ça a quand même marqué un précédent. Donc j'ai surtout été content que ça existe, avant toute autre chose, avant de me pencher dessus vraiment. Hmm. Alors ouais, on va peut-être préciser pour le chat et n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. En fait, la série Game of Thrones a fait appel à un linguiste et même ce qu'on appelle un idéolinguiste. On va expliquer ce que c'est. David J. Peterson pour créer des langues qui soient crédibles. Et David J. Peterson a notamment travaillé sur le Dothraki et il a essayé d'inventer une langue qui soit, enfin d'inventer de donner une langue, l'impression d'une langue qui soit cohérente, qui soit crédible. Bah déjà, on peut peut-être parler de ce nom idéolinguiste, ce métier idéolinguiste. Est-ce que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps à ta connaissance? Et est-ce que c'est quelque chose de plus en plus fréquent à la suite de Peterson, justement? Alors, en tant que métier, c'est difficile à dire. Je pense que ça doit être le seul, hein, dont c'est le métier au monde. Et encore, je suis même pas convaincu que ce soit vraiment sa profession principale aujourd'hui. Après, donc, un idéolinguiste, c'est quelqu'un qui crée des langues. Donc, il n'est pas linguiste forcément, d'ailleurs. Même beaucoup d'idéolinguistes ne sont pas linguistes. Même si, quand même, dans l'histoire du cinéma, quand on a dû créer des langues, on a quand même souvent fait appel à des linguistes. Dans Avatar, par exemple, ça a été le cas.
Star Trek aussi, donc, qui font partie peut-être des premiers univers vraiment où on systématise l'usage d'une langue construite, donc c'est le nom associé d'une langue construite à un univers de fiction à ce point visuel. Star Trek, moi je suis très fan de Star Trek, j'ai beaucoup regardé Star Trek, pour moi c'est vraiment quelque chose de pionnier dans Star Trek. Après, moi je sais qu'il y a des gens qui créent des langues pour le plaisir, comme ça a été mon cas et comme c'est mon cas depuis longtemps. Ça existe depuis un moment en tout cas, ça c'est certain, et ça n'a pas attendu Game of Thrones pour vraiment se fédérer et exister. Moi, j'ai commencé, à l'époque, j'étais fin du collège, début lycée, à fréquenter des forums de créateurs de langues, qui existent toujours d'ailleurs, hein. L'atelier philologique en France, ou D'accord. des groupes, des chats IRC, des groupes comme ça. Après, il y a eu des groupes Facebook, et maintenant, il y a des Discord, par exemple. Ok, je savais pas que c'était aussi ancien. Enfin, par exemple, le précédent de Star Trek, je le connaissais pas. Le précédent qu'on met souvent en avant, c'est Tolkien, avec la langue elfique pour le Ah oui, Seigneur des évidemment. Anneaux. Ouais. Mais pour le cinéma, du coup, enfin, le cinéma ou les séries, est-ce que tu sais comment ça s'est passé pour Star Trek, par exemple? Dans quelle mesure ils ont fait appel à des linguistes et pour faire des langues extraterrestres, j'imagine? Alors, je sais qu'il y a un linguiste qui est intervenu sur Star Trek. Alors, ma mémoire, elle est plus très fraîche. Mais il y a un bouquin qui en parle pas mal, qui est un bouquin qui s'appelle In the Land of Invented Languages. Je crois que ça s'appelle comme ça. Je ne sais plus comment s'appelle la linguiste qui l'a écrit. Mais Je vais elle est retrouver assez ça. connue. Qui en parle assez, notamment voir si c'est possible vraiment de le parler, si des gens le parlent vraiment. Et bon, pas trop, c'est vraiment une langue qui est taillée pour la fiction. Et Tolkien, évidemment, là c'est un précédent dans la littérature. Hmm. Si on faisait référence plus à la série Univers Visuel. Ce que je sais juste, que là, du coup, moi, je vais faire une vidéo sur Star Trek, c'est prévu. Peut-être même une double vidéo sur Star Trek. En fait, c'est tentaculaire Star Trek, parce qu'il y a le Klingon, mais le Klingon n'est pas la première langue à apparaître dans l'univers. La première, c'est le Vulcain, qui est la moins, l'une des moins, comment dire, détaillées, Entendu? etc. Parce qu'en fait, dans la série originale, les Klingons apparaissent très peu. C'est un peuple finalement très marginal. C'est vraiment à partir de Next Generation, donc à partir du reboot avec Patrick Stewart, que là vraiment les Klingons deviennent centraux et où vraiment on a une langue très aboutie et très construite, et d'autres d'ailleurs. La série originale, elle se prenait pas trop la tête, je crois. Hmm. D'ailleurs, la traduction française de la série originale aujourd'hui fait vraiment beaucoup sourire. Euh, Après, je sais pas, il y a peut-être eu des cas avant, mais pour moi, c'est vraiment ce qui me vient en tête, parce que c'est vraiment aussi ce qui a marqué les esprits, quoi. Les Klingons qui parlent Klingon. Ok, on a une première question. D'ailleurs, bonsoir Samu Sassa, bienvenue. Naofono demande est-ce qu'il existe des grammaires des langues de Game of Thrones où tous les niveaux linguistiques sont décrits, phonologie, morphologie, syntaxe, etc. D'ailleurs, on peut même généraliser la question au-delà de Game of Thrones. Tu parlais tout à l'heure du fait que toi, tu aimais bien aussi inventer des langues, qu'il y avait des communautés en ligne qui bossaient dessus. Quand on crée une langue, est-ce que c'est à tous les niveaux? Est-ce qu'on bosse la phono, la morphologie, la syntaxe? Alors, pour Game of Thrones, je sais que Peterson a sorti un bouquin sur le Dothraki. Ça, c'est quasi Ouais. sûr. Je ne l'ai pas lu, donc je ne sais pas à quel point il va dans le détail et à quel point est-ce que c'est vraiment descriptif de la langue ou est-ce que c'est descriptif de sa démarche sur la création de sa langue, ce qui sont quand même deux choses différentes, même si elles sont liées, hein. Donc, est-ce que c'est un travail qui est plus un livre plus autobiographique ou un livre vraiment plus linguistique? Je ne sais pas du tout. Après, oui, il y a des gens qui écrivent des grammaires, il y en a plein. Moi, j'en ai beaucoup lu, des grammaires de langue construite. J'en ai même écrites, j'en ai réécrites, j'en Ok. ai modifiées, enfin voilà. Et après, oui, effectivement, normalement, elles sont censées toucher tous les aspects, même si il y en a qui sont plus faciles que d'autres. Moi, la méthode que j'ai, c'est d'abord toujours attaquer par la phonologie, ensuite mettre en place un système de transcription écrite pour pouvoir écrire tout simplement la langue. Et ensuite, moi, ce que j'aime bien, c'est directement partir sur le verbe, la flexion nominale, et à partir de là, je brode et j'essaye d'aller au-delà, mais bon, rentrer très en détail dans la syntaxe, ce genre de choses, c'est un peu chiant. C'est pas ce que je préfère. C'est Ok. pas ce que je préfère. Et la rédaction des dictionnaires, c'est extrêmement rébarbatif. Donc là, pareil, c'est pas ce qu'il y a de plus sympa, mais ça existe, hein. Il y a des dictionnaires Il y a des en langue. dictionnaires, ouais.
Alors moi j'avais lu que sur le Dothraki, il y avait aussi des communautés de fans qui avaient été pas mal actives pour créer déjà un guide de conversation et puis essayer de donner de la cohérence à la grammaire. Je sais pas s'il y avait tous les niveaux linguistiques par contre, mais apparemment les fans étaient assez actifs là-dessus aussi. Et j'avais juste une question de technique entre guillemets. Quand tu parles de flexion nominale, moi je suis pas linguiste, qu'est-ce que c'est la... Alors moi c'est mon truc. Si on a chacun nos trucs, moi j'aime bien les langues avec du coup des substantifs, des noms qui se déclinent. Donc du coup j'aime bien. Donc du coup je cadre comment décliner le nom, que ce soit la forme, pour quelle fonction, qu'est-ce que ça veut dire. Du coup ça touche définir le nombre. Du coup est-ce qu'il y a un pluriel, un singulier, est-ce qu'il y a d'autres formes de pluriel. Est-ce qu'il y a un système de genre, etc. Moi, j'aime bien travailler sur le nom et sur le verbe de manière générale. C'est mes deux classes préférées. Je préfère le verbe, je pense quand même. On a chacun nos trucs. L'adjectif, je déteste, par exemple. Je trouve ça pas très intéressant. Voilà, j'en parle beaucoup moins. On a forcément chacun nos petites façons de faire. Et ça, on en reviendra peut-être un peu plus tard. Peterson, je n'ai pas étudié toutes les langues qu'il a faites. Je sais qu'il commence à en avoir fait pas mal. Et je ne sais pas non plus à quel point il va loin, en fait. Je ne sais pas si le lexique du Dothraki est si important que ça. Il me semblait que pas tellement. Donc peut-être aussi que il y a plusieurs façons de créer des langues. Pour la fiction, il y a vraiment la façon très complète, ou alors vraiment la façon qui est purement pratique, c'est-à-dire on ne crée que ce dont on a besoin. Et là, moi, j'ai travaillé pour Nexus 6, qui est une autre chaîne YouTube sur une langue. Et là, par exemple, j'ai créé que ce dont ils avaient besoin. Pas vraiment épanché. Très très long, donc il y a à peine 100 mots de lexique, par exemple. Donc ça peut être très parcellaire aussi. Alors si on revient à Game of Thrones, moi ce que j'avais lu, donc notamment dans un bouquin dont on avait un petit peu parlé ici, qui s'appelle Game of Thrones et les sciences, un chapitre de Frédéric Lange-Dragin, qui est un linguiste qui a écrit aussi un bouquin sur comment parle un alien, je crois que ça s'appelle le titre, donc il travaille sur les langues inventées. Il disait que on était plutôt dans l'exotisme, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement quelques mots, quelques phrases, quelques tournures qui étaient là pour nous faire comprendre que c'était une langue qu'on ne connaissait pas, qui n'existait pas dans notre univers, mais qui existait dans cet univers, et comme ça pour nous transporter dans cet univers. Et pour autant, avec ce travail de Peterson notamment, il y a et même je pense le travail de Martin, il y a un appui sur des processus réels pour rendre ça aussi crédible que possible. Et c'était une des questions dont on avait un petit peu parlé en préparant cette émission. Je vais te demander si la structure des langues et leur histoire telle qu'elle nous est présentée comme dans Game of Thrones, avec l'ancien valyrien, le haut valyrien devenu classique, les dialectes qui en découlent, est-ce qu'on est un peu face à une réinterprétation de l'évolution du latin et des langues romanes qui ont émergé à partir de là? Alors, je sais pas Alors, J.R.R. Martin, je sais pas quelle est sa culture linguistique, mais c'est fort probable. Mais en vrai, c'est déclinable avec toutes les grosses langues classiques qui ont fini par se morceler, par évoluer. Ça pourrait faire un parallèle avec le grec, même si le grec aujourd'hui est quand même relativement unifié, mais c'est parce qu'il a quand même perdu beaucoup de locuteurs au cours des derniers siècles. La zone où est parlé le grec est maintenant une portion très réduite de la zone où elle était parlée dans l'Antiquité. Ou alors, on pourrait voir aussi le même parallèle avec le sanskrit ou le prakrit et les évolutions des différents dialectes indiens. En fait, on pourrait le voir dans tout un tas de cas de figure, mais j'imagine que c'est effectivement l'influence qu'il a dû avoir. Peut-être aussi les langues germaniques. Hein. Pardon. Pour moi, le haut valyrien, ça fait penser au haut allemand. Pour le coup, on ne parle pas de haut latin, on parle de latin classique, simplement. Par contre, on parle de bas latin, qui en découle ensuite, ou de latin vulgaire, qui est ce qui suit. Donc il doit avoir un espèce de mélange, un peu tout ça, de tout ça, dans la tête de Martine qui a dû se passer. Mais moi, il y a des trucs qui m'ont un peu interpellé. Il y a ça, il y a aussi le fait que les noms, même si jamais les langues locales, elles sont quand même imprégnées quelque part de représentations qui nous évoquent des choses directement. Par exemple, les Yiti, pour moi, je les représente comme des Asiatiques, quoi. Enfin, pour moi, ça m'évoque la Chine, quoi. Et je crois que c'est à peu près l'idée dans l'univers de Game of Thrones. D'ailleurs, je crois qu'on n'entend pas vraiment parler d'eux, entre parenthèses. Ouais, j'ai pas de souvenir non plus de ce peuple-là. Ils existent, hein, ça c'est certain. Ils existent, les Yiti.
et pas les Yétis, hein, les Yétis. Ok. Donc il y a ce truc-là, et pour moi, les Dothraki, typiquement, il y a un côté un peu désert, un peu machin. Un peu, ouais, guerrier des steppes, quoi. Et par contre, ça passe, l'exotisme pour moi passe vraiment, ça je crois que je me souviens plus trop de ma vidéo, mais ça passe forcément par l'orthographe, quoi qu'il arrive dans un livre. Et du coup, ça passe vraiment, ça c'est un truc moi, qui me fatigue un peu. Ça passe par des H, des Y et des apostrophes. Ouais, t'en parles Et, dans la vidéo, qu'il y a tout le temps trop de H, et trop au de bout d'un Y. moment, bon, voilà, il y a d'autres façons de faire aussi. Et en même temps, on voit que genre, Martin, il est anglais, quoi. C'est-à-dire quand il veut noter le son I, il met 2 E, quoi. Il y a aussi quand même malgré tout ça, donc Ouais. il y a un côté déjà vu, quoi, vraiment. Ok, alors on a pas mal de questions. Bonsoir tout le monde, salut Ecladus, salut Olgen, salut Cabo. Donc on a les deux premières questions sont plutôt sur le côté oral de la langue. La première, c'est comment est-ce qu'on rend une langue cohérente dans sa dimension orale, dans les sonorités. Tu parlais tout à l'heure de phonologie, c'était la première chose que tu faisais quand tu concevais une langue. Ouais. Tu fais comment? Bah, alors ça dépend des langues. Mais tu t'inspires forcément de langues réelles pour que les Alors, sonorités soient cohérentes ou tu pioches un peu partout? là pour le coup, il y a 2 équipes. Il y a ce qu'on appelle ceux qui font des langues a priori, c'est-à-dire des langues qui ne se basent sur rien, de connues en tout cas, enfin, de rien, aucune inspiration directe reconnue, parce que tout le monde se base malgré tout toujours sur un vécu et sur ce qu'il connaît, sur ses connaissances linguistiques. Et des langues a posteriori, où là c'est vraiment assumé, c'est tiré de langues qui existent, donc du coup de systèmes qui peuvent déjà exister. Et moi, effectivement, je fais plus de l'a posteriori, même si je fais aussi de l'a priori, en partie parce que rien n'est jamais 100% l'un ni 100% l'autre. Ouais. Et on peut avoir sur certains points très spécifiques de la grammaire, de l'a priori, alors que le reste est a posteriori, etc. Donc ça, c'est un peu vaste, mais par contre, en fait, j'ai 2 façons très différentes de travailler selon que c'est pour moi que je le fais. Si c'est pour mon univers à moi, je vais pas trop me poser des questions de contraintes hors de celles qui sont de l'univers lui-même. Par contre, quand j'ai dû créer une langue là, pour Canal+, que j'ai fait Calls, et là pour Nexus 6, là je me pose tout de suite la question de est-ce que les acteurs seront en capacité de prononcer ce que je vais écrire. Et là, en l'occurrence, du coup, je dois prendre des phonologies qui sont forcément basées, au moins en partie, sur celle du français ou celle de l'anglais, puisque l'anglais, malgré tout, ça va encore. Ouais. Ou celle de l'allemand aussi, celle de l'espagnol un peu. Donc quand même quelque chose qui reste très européen en termes juste de panel de sons prononçables. Mais même avec ça, on peut faire tout un tas de choses qui sonnent vraiment très différents de ce qu'on aurait en français. Donc pour ça, on peut jouer sur la structure de la syllabe, par exemple, faire que on ne peut jamais avoir 2 consonnes de suite. Une structure bisyllabique. Pardon, pas bisyllabique, non, bisyllabique quand il y a 2 Consonne syllabes. voyelle. CV, enfin voilà, consonne voyelle, est une structure qu'on a en japonais, par exemple. Dans beaucoup de langues du monde, qu'on a en polynésien aussi, je crois. Là, on peut faire déjà pas mal de choses. Ou alors, voilà, définir, quand on va plus loin, quelles sont les mutations qui pourraient se passer si jamais telle consonne suit telle voyelle, dans tel environnement ou dans tel cas de figure. C'est quoi la résultante, quoi, vraiment faire appliquer une fonction quelque part. Ouais. Et ça, je le fais de plus en plus, et ça, je l'ai beaucoup fait, par exemple, sur la langue que je fais pour Canal+, la langue de Calls, où vraiment l'accentuation de la phrase caractérise la prononciation ou la mutation de certaines consonnes, de certaines voyelles, etc. Donc ça... Et dans l'idée d'aborder les langues par la phonologie, spontanément, ça me fait penser à R2D2 dans Star Wars, qui est un cas encore particulier, peut-être dans les langues a priori, si je dis pas de bêtises, mais où on a un robot qui s'exprime avec des sifflements, avec des grincements, des choses comme ça, et néanmoins on comprend ce qu'il dit aussi grâce aux attitudes et à la mise en scène. Mais est-ce que là aussi on est dans l'invention d'une langue justement a priori? Non, là pour moi c'est juste du sound design. Et D'accord. d'ailleurs, vidéo sur Star Wars qui va bientôt arriver, en cours de tournage. Ok. Star Wars, c'est vraiment les mauvais élèves en termes de création de langue. C'est c'est vraiment. pas En science, il y a aucune cohérence. ils sont pas très bons de manière générale. Bon, déjà la langue de Vraiment, Chewbacca. ils prennent des langues qui existent déjà et juste ils mettent la piste de son à l'envers. C'est ce genre d'histoire. Ah C'est ouais, ce genre ok. de façon de faire. Où ils prennent des langues amérindiennes, où ils prennent des langues que les gens ne reconnaîtront pas,
il y a toujours des gens qui se reconnaissent dans un truc qui est diffusé aussi mondialement. Ouais. Il y a des Finnois qui ont été surpris de voir que Watto en fait utilisait des mots de finnois à des moments dans La Menace Fantôme, ce qui est assez bizarre quand on y pense. Et ils ont fait appel, et ça c'est assez drôle, puisqu'ils ont fait appel théoriquement à une idéolinguiste pour les Kanji Clubbers du coup de l'épisode 7, je crois. Sauf qu'en fait, ils n'ont pas du tout pris quelqu'un qui est qualifié. Ils ont pris donc ils ont pris une personne qui s'appelle Sarah Forsberg, qui en fait est une youtubeuse justement finnoise, qui est installée aux États-Unis et qui avait fait une vidéo à l'époque qui avait beaucoup marché, qui était en gros Elle imitait des langues, mais sans dire rien de réel. C'est ça. Ouais, ça C'est avait ça, été j'avais énorme vu de ça. buzz, ce truc. Et ben du coup, ils lui ont demandé de créer une langue pour Star Wars, et du coup, elle a fait pareil, c'est-à-dire elle a écouté des vidéos en indonésien, et elle leur a dit, voilà, ça sonne, voilà, une langue où en fait vous allez prononcer ces syllabes-là, et en fait ça ne veut rien dire. Et c'est pour ça j'ai vu sur un blog quelqu'un qui disait qu'en fait c'est du finno-désien, c'est vraiment un mélange de finnois et d'indonésien incompréhensible. Et ça n'a aucun sens, ça n'a aucune cohérence, ça n'a aucune véracité. Et ce qui est vraiment dommage, je trouve, moi, personnellement. Parce qu'ils pourraient, en fait. Ils pourraient se donner les moyens. Et même Ils ont les d'ailleurs, moyens, ouais. et ils pourraient même en faire plein d'actions marketing, etc. Bon, ça, j'ai un avis là-dessus qui n'est pas forcément le même que, justement, l'équipe de Nexus 6 avec qui je fais cette vidéo. Du coup, il y aura du débat dans la vidéo même. Ok. Mais Star Wars, c'est vraiment... c'est des mauvais élèves, et en plus, c'est des mauvais élèves sur la représentation, je trouve, de l'accent qui n'est jamais au service du personnage. C'est jamais... Alors que dans Game of Thrones, c'est différent. Game of Thrones, certains personnages ont des accents parce qu'ils viennent de régions différentes, etc. Ouais. C'est dans la construction du personnage, c'est fait pour montrer ça. Dans Star Wars, c'est toujours pour se foutre de leur gueule, quand même. C'est très souvent. Très Ok. souvent. Je me rends compte qu'on a eu un petit raid de Jules Nain. C'est notre premier raid. Merci Jules Nain, c'est super. Bienvenue à tous et toutes. Notre premier raid sur Twitch. Bon, les gens qui sont sur Facebook, du coup, si vous ne savez pas ce que c'est, venez sur Twitch. Il y a plus de monde en plus. Ok, alors j'avais donc d'autres questions dans le chat. C'est ce dont tu parlais à l'instant. Est-ce que les sciences du langage s'intéressent aux accents, du coup, langage parlé oralement, car dans Game of Thrones et en VO, on ressent bien les différences d'accent selon les populations. Anglais qui tire vers l'accent écossais parfois, etc. Ben, forcément, parce qu'en fait, l'accent, ce qu'on appelle l'accent, en fait, on n'appelle pas ça de l'accent linguistique. Ouais. On appelle ça de la variation, hein, tout simplement. Et la variation, c'est très intéressant à étudier pour tout un tas de choses, parce qu'en fait, ça peut révéler d'une langue qui a pu disparaître, d'une population qui s'est intégrée, une population qui parle une langue seconde, ou alors juste l'existence d'un environnement linguistique particulier, à un moment particulier, dans une population particulière, etc. Donc effectivement, c'est très révélateur. Pour moi, ça dit beaucoup de choses d'un univers ou d'une société, en fait. C'est très important et très intéressant. Effectivement, dans Game of Thrones, il y a beaucoup ça. Il me semble en tout cas qu'il y a pas mal ça, notamment chez les sauvageons et notamment dans les cités libres, il me semble. C'est vraiment... on a des gens... Enfin, parfois, il me semble à l'écrit pas mal fait référence du fait que certaines personnes ont des accents quand elles parlent. Ouais, ça permet d'identifier leur région d'origine aussi, ce genre de choses. Voilà, et potentiellement, du coup, leur difficulté d'adaptation à un monde qu'ils connaissent moins bien ou qu'ils connaissent pas tout à fait. Ceci dit, j'avais une question par rapport à ça sur les fictions. Moi, je me souviens que dans les films des années 90, on va dire, et peut-être un peu 2000 aussi, il y avait beaucoup moins d'accent dans les films américains, par exemple, ou étrangers. C'est-à-dire que les personnages parlaient tous une langue commune, ce que tu appelles d'ailleurs une langue commune dans la vidéo sur Game of Thrones. Et donc, quand on voyait, par exemple, je sais pas, un Sud-Africain parler anglais-américain, on savait qu'en fait, il parlait sa langue, mais que ça nous était présenté comme une langue d'intercompréhension dans l'univers de fiction. Aujourd'hui, c'est extrêmement fréquent que dans les blockbusters, les personnes présentées comme russes ou comme je sais pas, kenyan ou ce qu'on veut, parlent anglais avec un accent de leur pays d'origine. Comment on pourrait interpréter ce changement d'après toi? Est-ce que ça inclut je sais pas, un changement des représentations linguistiques ou des pays d'origine?
J'avoue que je sais pas trop, j'y ai jamais vraiment trop pensé. Moi, j'ai souvent l'impression, de toute façon, dans les films, en fait, moi, c'est rarement ça, enfin, ça me choque rarement ce genre de choses. Euh, Mais il y a des moments où les accents, je les relève et je suis assez choqué. Dans Wonder Woman, par exemple. Wonder Woman, où en fait, parler avec l'accent allemand, ça fait que les nazis pensent que t'es allemand, par exemple. Et là, je suis en mode, ça fonctionne pas comme ça. Vraiment, ça ne fonctionne C'est pas comme ça. pratique. Là, ouais, il y a des choses qui ne se passent pas comme elles devraient se passer. Euh, des fois, je pense souvent, c'est vraiment, ils ont beaucoup d'ignorance linguistique. Et juste, je l'excuse encore moins dans Wonder Woman, où Wonder Woman, on la situe linguistiquement. C'est-à-dire, on sait qu'elle parle toutes les langues du monde. Et en fait, c'est quelque chose qui est contextualisé. C'est pas juste, il faut pas l'impasse sur cette question-là. C'est-à-dire, il décide de la traiter. Donc, du coup, il peut pas avoir ça à côté. Enfin, au bout d'un moment, faut choisir. Ouais, en plus, on la voit parler en grec ancien. Enfin, il y a. Oui, 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 oui. On la voit aussi à la fin dans un film, dans un village où les gens parlent flamand, mais où tout est écrit en français derrière. C'est aussi. Ouais. Mais il y a eu la même c'est- chose, je trouve, autour du personnage de Black Panther dans l'univers des Marvel. C'est-à-dire que la première fois que le personnage apparaît, on le voit parler dans une langue à clic, je sais plus laquelle, avec son père. Ce qui était d'ailleurs, paraît-il, une initiative des acteurs sur le plateau. Mais par la suite, dans le film Black Panther, quand ils se parlent entre eux, ils se parlent en anglais, alors qu'ils sont au Wakanda, ils Ouais. se parlent en anglais avec un accent à couper au couteau. C'est à ça auquel je pensais tout à l'heure aussi. Wakanda, c'est pas censé être en Ouganda? Bah, le pays fictif, c'est le Wakanda. Il est pas censé être dans cette région-là, vers la Tanzanie, le Ah, Kenya? ça, je saurais pas dire. Les langues à clic, c'est pas trop la région là-bas. C'est quel coin les langues à clic? Pour moi, c'est les langues Khoisan. Les langues Khoisan, pour moi, c'est plus la Namibie, l'Afrique du Sud. D'accord. C'est plus tout en bas. Hmm. Ah, certaines langues bantoues, éventuellement. Ok, non. Ah ouais, mais plus sur les autos. Ouais, non, ça m'a pas l'air d'être du tout la bonne région, mais d'accord. Ça va. Ça, pour le coup, c'est parce que souvent, c'est un cliché des langues de l'Afrique, des langues à clic, alors qu'en fait, ça représente une très faible partie des langues. Et une famille linguistique qui est même pas du tout la plus parlée en Afrique. C'est pour ça que ça m'interpelle. Ok. Après, peut-être qu'il y a un isolat linguistique spécifique au Wakanda qui s'explique par l'histoire d'une population Khoisan. Bon, ça, après, on peut. Après, on peut toujours expliquer les langues Ouais, on fictives peut toujours a essayer de rassurer. posteriori. Et Ok. je crois Alors qu'on a pas mal de questions dans le ouais, chat. on en a une qui est un peu technique là. Va falloir qu'on traduise parce que moi je comprends rien. J'ai pas fait de linguistique. Alors Naophono, ouais Naophono c'est ton boulot hein, la langue donc je pense que voilà il y a des mots d'initié qui dit d'ailleurs est-ce qu'on suit des universaux linguistiques quand on crée une langue genre SOV, je sais pas ce que c'est, et postposition, je sais pas ce que c'est, ou au contraire tu cherches des choses peu fréquentes dans les langues du monde. Alors c'est quoi des Alors, universaux linguistiques genre SOV et euh, postposition? alors, SOV, c'est l'ordre des constituants de la phrase, c'est sujet, objet, verbe, qui effectivement est la typologie qui a l'air d'être la plus Ok, courante dans le monde, ce qui est contre-intuitif. D'ailleurs, le Dothraki est SVO, il est sujet, verbe, objet, d'accord. comme l'anglais. Et le Et la français. plupart des langues européennes aujourd'hui sont SVO, mais historiquement, elles étaient SOV, et notamment l'indo-européen était très probablement SOV. Moi, j'ai fait une spécialité en indo-européen. Ouais, Euh, sur la postposition, donc c'est ce qu'on met les constituants avant ou après, enfin les déterminants avant ou après. C'est le contraire de la préposition, la postposition. Postposition, c'est après. ah donc on met le Alors, déterminant après le nom, c'est ça? là, en l'occurrence, plutôt la préposition après, Ah après oui, le nom, par exemple, après la postposition. Non, on pose les choses après. d'accord, Mais ça peut être le déterminant. Je sais que d'ailleurs, le roumain a un déterminant qui est après le nom d'accord. en Europe. En tout cas, juste pour répondre, moi, très brièvement, moi, je fais de tout. J'ai du SOV comme j'ai du pas SOV. Là, pour Nexus 6, j'ai fait du VSO, mais en fait, c'est même pas du VSO, puisque la langue que j'ai faite n'est même pas une langue accusative. Je ne détermine pas une langue où les constituants ne sont pas déterminés en fonction du critère de. Il n'y a pas un sujet, un verbe et un objet. Il y a un verbe et deux actants. J'ai fait une langue, je sais plus comment ça s'appelle. Pas une langue ergative non plus, c'est une langue moyenne, je crois. Enfin, j'ai essayé de chercher une typologie de langue assez rare pour créer un truc alien que je voulais vraiment
assez rares et spécifiques. Donc là, de ce côté-là, moi j'essaye de m'éloigner quand même de ce qu'on fait en Europe. Et je sais que en fait, souvent, le créateur de langue, il a quand même des étapes par lesquelles il passe. Bon, il n'y a pas d'études très formalisées qui ont été faites là-dessus, évidemment, mais je constate, et on est beaucoup à avoir constaté, quand même un espèce de modèle qui est, les gens, quand ils créent des langues, d'abord, ils partent de leur propre langue maternelle. Souvent, ils vont avoir des fulgurances en se disant, je vais faire ça, ce sera vraiment très différent. Et en fait, souvent, ils vont piocher un peu dans des trucs qui existent déjà, mais qui sont pas non plus extrêmement rares. Ça peut être souvent pioché à des langues voisines qui sont jamais très éloignées. En Europe, si jamais vous piochez dans une langue voisine, vous piochez quand même dans une langue indo-européenne, et très souvent vous allez avoir quand même des structures sous-jacentes qui seront les mêmes, quoi, ou en tout cas qui seront pas très éloignées. Puis ensuite, avec le temps, il s'éloigne, en fait. Il s'éloigne. Des fois, il ne fait pas ce chemin du tout, ou alors il le fait qu'à moitié. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de créateurs de langues qui créent des langues qui sont très européennes, en fait. Beaucoup de langues très, très européennes. Et c'est aussi un peu les créateurs naïfs, si on peut les définir comme ça, comme J.R.R. Martin, vont en fait avoir des choses qui seront très européennes. Ou alors, dans leur exotisme, toujours se baser sur un exotisme qui est relatif à eux. C'est-à-dire, le Y, il n'est pas exotique en finnois, quoi. Par exemple, il ne l'est pas, parce que littéralement, il y a le son U, et il ne l'est pas dans les transcriptions du grec. Et le H, par exemple, il y a pas mal de langues qui en font beaucoup usage. C'est juste un exotisme qui est relatif par rapport à sa langue à lui, qui est l'anglais, quoi. Je pense que si un Chinois voulait noter l'exotisme, il le ferait très différemment, par exemple. Alors, si on revient à Game of Thrones, justement, on peut peut-être rappeler que Martin n'a pas seulement créé une langue, il raconte l'histoire des langues entre elles. Il raconte une évolution avec des langues qui ont disparu, des langues qui sont apparues. Tu disais tout à l'heure il a pu s'inspirer du latin et des langues romanes, mais aussi de n'importe quel modèle finalement, où des langues ont divergé. Est-ce qu'on peut dire que l'histoire d'une langue, quelle qu'elle soit, d'une langue ancienne ou disparue, c'est de toute façon de diverger et de donner naissance à plein de dialectes différents? Diverger ou mourir, oui. Effectivement, c'est un peu les deux seuls chemins. Après, on peut faire comme le grec et tous les rameaux meurent, sauf un, ou l'albanais. Ce genre de choses peut arriver aussi. Ou après, quand même, on a quand même, oui, effectivement, ce genre de choses. On a une espèce de morcellement linguistique qui s'est opéré avec le temps. On peut avoir de la convergence aussi, ça on en parle moins, mais on peut avoir une convergence linguistique. Même si la convergence passe quand même souvent par une variété qui en écrase une autre. C'est quand même souvent comme ça que ça se passe. Tu peux donner un exemple de convergence linguistique? Le grec de la Koiné, par exemple, c'est quand même une relative convergence. Bon, il y a une base, il y a un poteau au milieu, il y a une structure très importante qui est le grec de l'Attique à la base, mais il y a quand même des apports dialectaux de toutes les autres régions de la Grèce. Donc le grec Koiné apparaît après avec Alexandre le Grand, à peu près. Oui, c'est-à-dire que c'est un amalgame d'autres langues pour le coup. Ouais, mais malgré tout, en fait, les autres dialectes ne cessent pas pour autant d'exister tout de suite. Même d'ailleurs, certains se sont maintenus. Le tsakonien, par exemple, qui est aujourd'hui parlé encore en Grèce, descend d'un dialecte du grec ancien. Il doit être peut-être bien du dorien, je crois. Je suis pas sûr, mais je me sens que c'est du dorien. Donc on a encore des particularismes qui sont hérités de l'Antiquité, mais la plupart des dialectes effectivement du grec ancien ont fini soit par disparaître, soit par se fondre dans ce grec koiné qui était le grec lingua franca, quoi, mais qui était basé sur l'attique en fait, qui était basé sur l'attique et l'ionien, donc qui était basé sur le grec tel qu'il était parlé à Athènes et dans les îles ioniennes. Quand tu dis lingua franca, qu'est-ce que c'est? Ça devient en fait la langue commune en fait, tout simplement. D'accord. La langue commune, qui est une langue qui n'est pas forcément qui peut être une langue un peu médiane entre des dialectes qui existent, mais où quand même la plupart du temps il y a un dialecte plus fort qui sert quand même de structure et qui sert quand même de base, quoi, qui sert quand même de référent. Et c'est un référent qui finit par le temps par s'imposer comme le standard et comme le dialecte par excellence, et finit par tuer les autres. Mais il y a quand même beaucoup d'apports, notamment lexicaux, qui peuvent émaner de l'extérieur. Et en vrai, toutes les langues ne sont jamais... toutes les langues ont une part de koiné en elles, entre guillemets.
où elles absorbent quand même une partie des particularismes régionaux ou dialectaux voisins. La question, c'est toujours en quelle proportion. Parce qu'il Oui. n'y a aucune langue n'est pure, la sans question. emprunt, sans influence, quoi. Ça n'existe pas. Mm. Mais Donc en fait, il y a et aucune toujours langue. plus ou moins de la convergence à des degrés plus ou moins forts dans une langue, quoi. Et voilà, alors il peut avoir de la convergence, il peut avoir beaucoup de divergence. Ça dépend aussi. Il y a des. Moi, j'avais une prof de sociolinguistique qui nous disait que plus on a de communication dans une société, qu'est-ce que tu fais, toi? Plus on a de convergence, et au contraire, moins on a de communication et plus on a de divergence. Et donc, du coup, c'est pour ça que dans les moments où on se retrouvait à être pas beaucoup de population, à moins communiquer et à être enclavé dans des vallées, ben, on avait plus de naissances de dialectes ou de variations dans ces régions-là que dans des régions où on avait beaucoup de communication, le long de grands axes, etc. Où là, parce que ça permet quand même de diffuser les innovations linguistiques, la communication. Alors que le fait de ne pas communiquer, ça fait que si jamais une innovation naît à un endroit, elle n'est pas forcément communiquée à l'autre. Et donc, fatalement, quand on rajoute des couches d'innovation ou d'innovation à des endroits différents qui sont pas partagés, ça fait de la divergence, quoi. Ouais. Ça fait in fine, ça fait des langues différentes, quoi. D'accord. Après, il y a toujours de la variation, toujours à des degrés divers, quoi qu'il arrive, malgré tout. Une question de Sigfi, et s'il y a planification linguistique, par exemple l'ordonnance de Villers-Cotterêts? Villers-Cotterêts, c'est pas la planification linguistique. Ok. Villers-Cotterêts, c'est surtout un symbole. J'ai fait toute une vidéo sur Villers-Cotterêts, je vous conseille. Villers-Cotterêts, c'est un symbole avant tout, hein. Villers-Cotterêts ne sanctuarise pas tant la place du français qu'elle surtout désanctuarise la place du latin. Ce n'est pas la même chose. Villers-Cotterêts, elle ouvre aussi toute une possibilité de finalement rendre justice en langue régionale, hein, à l'époque. C'est l'une des possibilités. C'est pas le français pour tous. C'est pas la conception telle qu'on a du français. Et la planification linguistique, en fait, en France, elle n'a jamais vraiment existé avant la Révolution. Et ça serait quoi ouais. Ça serait quoi de la planification linguistique, justement? C'est imposer une langue à tous. C'est de l'impérialisme. Surtout malgré tout. Et en France, la planification linguistique, elle a commencé surtout très fortement en termes de volonté politique à la Révolution, mais elle a quand même mis un bon siècle avant de s'imposer, quoi. Et je suis pas convaincu que la plupart. Enfin, ce qui est certain, c'est qu'à l'époque de la Révolution, il y a qu'un quart des gens qui comprennent le français, ça c'est sûr. Ouais. Le français de Paris, hein, le français standard. Et ce qui est certain, c'est qu'encore à la Première Guerre mondiale, il y avait des bataillons régionaux et que la langue parlée dans les bataillons n'était pas forcément le français standard. Il pouvait malgré tout être compris à l'écrit, parce que tout le monde n'allait pas à l'école très longtemps forcément, et il y avait des régions où les langues régionales étaient très très fortes. Donc la planification linguistique, ça prend du temps, c'est pas forcément synonyme de succès, et surtout, malgré tout, ça n'empêche pas l'existence de variations, de dialectes, de régionalisme, de divergences, etc. Je vous ai mis la vidéo sur Villers-Cotterêts dans le chat pour que vous soyez un petit peu au courant de ce qui s'est passé. Donc ce n'était pas de la planification linguistique. Plusieurs questions. Alors, question un peu HS, je ne sais pas si c'est pertinent. On peut inventer une langue pour servir la fiction, pour parler en code. Est-ce qu'il y a d'autres intérêts à inventer une langue? Oui, il y en a d'autres. Vas-y. Il y a le plaisir personnel, tout simplement. C'est une bonne raison. Il y a aussi la communication qui n'est pas la communication de fiction, mais la communication réelle. L'espéranto, le volapük, il y a le kotava, le tokipona, etc. C'est des langues qui ont été créées dans cette optique-là. Le sovianski, qui est une langue, ce qu'on appelle une interlangue, c'est un type de langue construite qui vise à maximiser la compréhension de plusieurs langues au sein d'une même sous-famille de langues. Donc là, en l'occurrence, les langues slaves. On a l'interlingua, par exemple, pour les langues romanes. D'accord. On a ce genre de langue qui existait. Ou alors, tout simplement, d'une expérience scientifique. On peut aussi avoir besoin. Le logban ou le lodgeban, qui sont deux langues différentes. Il y en a une avec le copyright et l'autre sans copyright. Ça a été créé pour des raisons d'expérimentation scientifique, me semble-t-il. Et il y a, là, une de mes prochaines vidéos, ça va être de parler de Charles Bliss, qui est un gars qui a fait c'est pas vraiment une langue construite, plutôt un système d'écriture construit, mais qui avait visé à être une langue construite. Où là, il y a des applications médicales, par exemple. D'accord. À propos d'espéranto, tant qu'on est dessus, une question de JL Very Short.
qui demande: l'espéranto n'a jamais eu de succès. Est-ce qu'on a des explications à cet échec? C'est la langue construite qui a quand même eu le plus gros succès. Ouais. C'est C'est dur de celle dire qu'on qu'il y a connaît eu le de succès. plus. C'est sûr qu'il n'y a pas eu un succès politique, là c'est certain. Malgré tout, il y a quand même eu pas mal de choses et pas mal d'initiatives, et ça fait quand même plus de 100 ans que ça dure, donc c'est quand même pas rien. Et la Des langue est langues, encore parlée? il y a pas mal de gens qui le parlent encore aujourd'hui, ouais, Ouais. Tu as espéranto. une idée du nombre de locuteurs aujourd'hui? Alors ils en revendiquent jusqu'à 100 000, je sais pas si c'est vraiment... c'est dur, il n'y a pas de chiffre vraiment qui existe. Hmm. Moi j'en ai rencontré, des gens qui parlent espéranto, qui ont éduqué leurs enfants en espéranto, j'en ai rencontré aussi. Waouh. Ok. C'est des cercles qui sont beaucoup plus confidentiels, mais aussi c'est parce que c'est des gens qui ont leur mode de communication, qui ont leurs endroits de sociabilité qui sont maintenant assez établis et un peu à part. C'est vrai, souvent des forums, des groupes de discussion, des associations, etc. Mm. Mais ça marche encore. Et juste, quand même, qu'on se rende compte, c'est pour qu'une langue construite ait survécu 100 ans, c'est une prouesse assez importante dans le sens où il y a beaucoup de langues naturelles aujourd'hui qui n'y arrivent pas et qui disparaissent. Donc, alors, c'est quand même, c'est pas rien. C'est pas mal, c'est pas si mal. Jules Nain qui demande: quand tu parles de lingua franca, est-ce que cette espèce de domination, une langue qui devient commune entre plusieurs populations, a des origines plutôt politiques ou y a-t-il des facteurs linguistiques qui interviennent? Alors, des facteurs linguistiques, Genre la n'importe langue comment. est plus facile à parler, c'est ça que tu veux dire, Jules Nain, ou quelque chose comme ça? Ou plus facile à Il y a écrire, ou... il y a pas de langue qui soit plus facile à parler qu'une autre. Enfin, c'est toujours relatif par rapport à la langue qu'on parle déjà. Donc ça, Ouais. c'est déjà un peu une... Il n'y a pas de langue qui, par essence, est plus simple. Ah ouais, Cette d'accord. simplicité, elle se paye toujours au prix d'autres difficultés sur d'autres pans de la langue. J'ai fait une vidéo sur la chaîne du Vortex là-dessus, sur l'optimalité en linguistique. Une langue facile à prononcer, c'est une langue peut-être qui aura une syntaxe lourde, par exemple. Ouais. Parce que... ou une langue qui n'a pas beaucoup de grammaire, dans le sens où il n'y aura pas beaucoup de déclinaisons, de conjugaisons, etc., bah, c'est une langue qui aura une syntaxe probablement très rigide. Il faudra vraiment respecter à la lettre parce que justement, c'est l'ordre des constituants qui va faire tout le sens et pas la flexion des constituants. Donc c'est toujours une balance, en fait. C'est des modèles différents, en fait, c'est des logiques différentes. Ah, Mais c'est il n'y a intéressant. pas une logique qui est plus optimale que l'autre, en tout cas, pas qu'on sache. Par contre, une langue, elle cherche toujours en permanence à viser une certaine forme d'optimalité. Mais ça, c'est toujours sur des processus d'évolution déjà qui sont longs, qui sont lents et qui sont toujours à rebours par rapport aux besoins. Et surtout, ça dépend de l'environnement, des gens, de qui, de quoi, de machin. Les lingua franca, en tout cas, ça peut apparaître dans tout un tas de domaines et de milieux sans forcément qu'il y ait de volonté politique inhérente pour avoir une volonté économique. Lingua franca, ça aussi, pendant longtemps, est associé au port de commerce, en fait, tout simplement. Port dans lesquels on parle d'une espèce de mélange de langues où tous les commerçants arrivent à se comprendre alors qu'ils parlent des langues différentes, quoi. D'accord. Ce qui est une chose qu'on va retrouver d'ailleurs aussi dans Game of Thrones, il y a non seulement des langues parlées en fonction des régions, mais aussi en fonction des corporations des fois, et des fois des marchands vont pouvoir identifier pour qui ils travaillent. Et je crois aussi qu'il y a par exemple un port où il y a une langue qui est exclusivement dédiée au négoce entre des commerçants de régions différentes. Ils ont une lingua franca, mais qui est juste sur un petit port commercial. Utilisé Ça pour le peut exister dans négoce. la Méditerranée, hein, par exemple, durant le Moyen-Âge. On appelait les Ok. sabirs aussi. On appelait, Et si on revient du coup aux langues construites dans Game of Thrones, il y a aussi des langues qui ont disparu, donc, mais dont on suppose qu'elles ont une influence sur les langues qu'on connaît. Alors je crois que ça s'appelle la vraie langue ou la langue des enfants de la Oui, forêt dans oui, Game oui. of Thrones. On n'en a pas de traces, pense-t-on, mais en même temps, voilà, on soupçonne qu'il y a des mots ou peut-être des tournures syntaxiques ou des sons qu'on utilise, qui sont utilisés dans des langues existantes dans la série. Est-ce que c'est une image à peu près correcte qu'on pourrait aussi donner du proto-indo-européen? Tu disais que c'était quelque chose sur lequel tu avais beaucoup travaillé. Euh, alors, il peut y avoir deux choses différentes. Soit donc c'est la vraie langue, c'est ça. Soit la vraie langue est l'origine de toutes les langues, auquel cas ça pourrait être un bon parallèle. Ou alors c'est une langue qui a existé à un moment, qui a eu une influence, mais dont on n'a aucune trace parce que les langues actuelles les ont remplacées parce qu'elles venaient d'ailleurs. Et là, on aurait plus
une problématique qu'on connaît hein, en linguistique historique, qui est quelle langue parlait-on en Europe avant l'arrivée des Indo-Européens? Quelles traces ces langues ont laissées? Dans quelles aires, etc. Et il y a des choses qu'on voit. Il y a des suffixes, par exemple, qui existent dans la toponymie. Voilà, on sait que Pouk, Tsouk, etc., c'est souvent lié dans les noms de bled à la montagne. Bon, bah, c'est que probablement, il y avait un mot qui devait ressembler à ça, ou pas, qui avait telle aire géographique ou pas, dans une langue qu'on ne connaît pas, qui voulait désigner cela de la France, de France jusqu'en Albanie, quoi. Et ça, on le saura jamais vraiment, parce que bah, ces gens-là, on ne sait pas vraiment quelle langue ils parlaient, on ne le saura jamais, puisque la langue n'était pas écrite. Et donc, du coup, c'est soit l'un, soit l'autre comme parallèle. Les deux sont intéressants, hein, et les deux sont très différents, parce que du coup, on pourrait théoriquement comparer toutes les langues de Game of Thrones pour remonter l'ancêtre commun et le reconstruire. On fait pour l'Indo-européen avec les langues européennes. Ou alors, on se retrouve dans le second cas, et là, où juste on ne peut rien faire à part chercher des petites traces, comparer, voir. Là, c'est un travail qui est beaucoup plus dur. Hein. Le même travail. D'ailleurs, tu as fait une vidéo qu'on peut recommander aussi sur ce sujet, sur les langues ont-elles une origine commune, où tu présentes un petit peu tous ces débats qui sont assez chauds. Moi, j'avais fait un article là-dessus il y a quelques années sur le proto-indo-européen. Est-ce qu'on peut raisonnablement le reconstituer ou pas, par exemple? Ou est-ce qu'on est tellement sur une reconstruction de reconstruction qu'on arrive sur un truc qui est complètement spéculatif? Ça bataillait ferme entre les linguistes quand j'avais regardé ça. Après, moi qui ai étudié en master justement de reconstruction de l'Indo-européen, je crois malgré tout, juste pour cette question-là, les gens sont lucides quand ils reconstruisent l'Indo-européen, ils reconstruisent une image de ce que aurait peut-être pu être une forme de vérité, une forme commune de vérité, tout comme lorsque l'on reconstruit aujourd'hui des formes de proto-germanique ou de proto-roman, le proto-roman en tant que tel n'a jamais existé. On le sait, le latin existait, les langues qui ont descendu du latin existent, on le voit très bien. La forme intermédiaire unie telle qu'on pourrait la reconstruire n'a jamais existé. Par contre, il y a tout un tas d'évolutions communes entre l'un et l'autre qui fait que si jamais ça avait existé, on sait que ça ressemblerait à ça. Et c'est un outil très pratique pour pouvoir faire tout un tas de trucs en linguistique historique. Mais l'Indo-européen en tant que tel, évidemment, n'a jamais ressemblé forcément à la forme qu'on lui donne. Mais c'est probablement la forme la plus proche qu'on n'aura jamais. C'est juste pour faire la parenthèse. Oui, et c'est une question qui est assez distincte de quelle est la langue originelle, qui est une question qui a été même jusqu'à être interdite d'être traitée dans les sociétés linguistiques, parce que ça soulevait des questions qui étaient aussi religieuses. Quoi. En France, tu veux dire? Ça a été interdit en France? Ouais, en France, l'Institut de Paris. D'accord. Si je ne sais plus que c'est pas l'Institut de Paris exactement, c'est la Société linguistique de Paris, je ne sais plus quel nom elle avait. C'est une question qui était interdite d'être traitée parce qu'il y avait ceux qui défendaient l'existence d'une langue commune et unie, et ceux qui disaient bah non, pourquoi, etc. Et moi, c'est un débat que j'ai vu à la fac, quand j'y étais, entre un élève qui était convaincu qu'il y avait forcément une langue unique et la prof qui lui disait mais pourquoi est-ce qu'il n'y en aurait pas plusieurs? Et bah, lui pouvait pas répondre, parce qu'en fait, là, on est juste sur d'une question là, on est sur de la foi, en fait. On est sur. Moi, je pense, à titre personnel, que on ne peut absolument rien affirmer, ça, d'une part, et surtout, rien ne prouve aujourd'hui qu'on aurait, qui a été l'hypothèse pendant trop longtemps, la dominante, puisqu'il est une hypothèse religieuse, qui est liée à la tour de Babel, en vrai, Ah oui. qui est que on ait eu qu'une seule langue originelle, parce qu'en fait, on le voit avec les langues des signes, il y a plusieurs langues des signes qui existent, dont certaines ont des origines de création qui sont spontanées, des origines spontanées, et qui n'ont rien à voir avec les autres. Quoi. Vraiment rien à voir. Donc, si ça existe pour la langue des signes, pourquoi est-ce que ça n'aurait pas pu exister pour les langues orales, dans des populations qui étaient vraiment très éloignées les unes des autres, des moments de l'histoire? Oui, parce que donc, quand on parle d'une langue originelle, ce serait vraiment une langue qui aurait été commune à toutes les langues parlées sur Terre. C'est ça, et souvent ça part du principe que du coup, ben, l'humanité était relativement commune avec une seule et même... Et en fait, c'est ça, il y avait un groupe d'humains, et quand ils se sont disséminés, à ce moment-là, ils parlaient déjà tous la même langue. C'est un peu ce que ça veut dire aussi, quoi. Alors que ça, rien ne le prouve, en fait. Oui, c'est pareil, rien ne permet de la biblique. Il y a un côté un peu public, ouais. Et d'ailleurs, alors je sais pas non plus à ma connaissance une thèse affirmée et unique, mais l'existence d'isolats linguistiques comme le basque typiquement est parfois expliquée. Une des hypothèses, en tout cas qui est avancée, c'est que finalement c'est des langues qui se seraient développées directement par certains mots comme
main ou couteau, qui sont des mots qu'on suppose parmi peut-être les premiers qui ont été utilisés, n'étant pas changé pour aussi loin qu'on puisse remonter. Je ne sais pas si j'ai été très clair sur ce coup. C'est quoi un isolat linguistique, juste? Parce que moi, je sais pas ce que c'est. C'est une C'est langue. une langue qui n'est rattachable à aucune autre famille de langue. D'accord, C'est une langue, en gros, c'est la seule représentante de son rameau, de sa famille. d'accord. Ce qui direct dit, bah voilà, on a un angle mort, on ne peut pas reconstituer. Parce que la reconstitution aujourd'hui se base sur la méthode comparée, donc on compare des langues entre elles en fonction de leur évolution. Mhm. Et bah, par exemple, le basque, bah, on a que le basque. Ouais, le basque, c'est vraiment une langue à part. Mais on sait qu'il y a eu d'autres langues qui étaient associées, ou probablement comme l'aquitain, durant l'Antiquité, qui étaient probablement liées, peut-être d'autres langues de la péninsule hispanique. Mais aujourd'hui, effectivement, on ne peut pas. Mais après, le problème du basque, juste, c'est quand même qu'il a vraiment été très, très, très romanisé. Il y a beaucoup, beaucoup d'apports Mhm. celtes, puis latins. Donc, il y a... ça, c'est une donnée. Et ensuite, en fait, c'est... Malheureusement, on ne sait pas... Enfin, il y a une question si on arrivait à la résoudre, on pourrait résoudre tout un tas d'autres questions. C'est quelle langue parlait-on en Europe avant que les Indo-Européens arrivent et imposent les leurs, quoi. Ouais. Ça se trouve, on parlait des langues basques. Je ne sais pas. Peut-être pas. D'accord. Et ça, c'est On aussi sait un pas. angle mort, c'est qu'en fait, on voit, je crois que j'en parle dans cette vidéo, on ne peut pas, par essence, savoir toutes les langues qui ont disparu Mm. et qui n'étaient pas écrites. C'est-à-dire, il y a plus de 8000 ans, toutes les langues, quoi. Donc ça se trouve, il y a eu des très grandes familles de langues, ou d'autres qui se sont vraiment morcelées, etc. Et où il reste aujourd'hui un isolat ou deux, mais qui sont tellement éloignés qu'on ne pourra jamais les comparer, qu'on ne pourra même jamais se dire ils sont liés. Parce qu'en fait, malheureusement, la divergence est telle et tellement importante que... Et c'est probablement le cas, hein. C'est très probablement le cas, hein, aujourd'hui, Mm. hein. Vraiment, Et pour attacher à la question des langues disparues et langues éloignées et langues fictives, pardon, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait certaines langues qui soient tellement différentes des systèmes linguistiques qu'on connaît aujourd'hui qu'on ne puisse presque même pas imaginer comment elles fonctionnaient, comment elles se parlaient, ou est-ce que a priori on retrouverait quand même des structures qu'on peut supposer qu'elles auraient des structures communes avec ce qu'on connaît aujourd'hui? si on parle alors, on parle d'être humain. Ouais, on parle. Oui, parce qu'on parle d'être humain et dans un second temps, j'aimerais bien connaître ton avis aussi si on parle d'extraterrestres, de formes de vie Voilà, parce que extraterrestres. si on parle d'être humain, bon, il y a un impondérable qui est qu'a priori, on a un cerveau qui est similaire. Donc, a priori, la conséquence, c'est qu'on a des modalités de développement du langage qui sont similaires. Mm. Après, moi, la question des universaux linguistiques, c'est une question que j'aime pas. Parce que pareil, ça, c'est une grande quête, hein. Les générativistes, Chomsky, par exemple, qui est très connu pour ça, c'est des gens qui sont vraiment en quête des universaux, vouloir les lister, qu'est-ce qui transcende vraiment tous les êtres humains dans l'expression du langage. Et la liste, elle est quand même pas très longue, quoi. La liste, elle est quand même pas très très longue. Donc, il y a des choses, hein, la double articulation, le fait qu'on trouve de la négation dans toutes les langues, le fait que le phonème me, par exemple, serait le plus représenté, ou la voyelle a. Mais là, pour la voyelle a, je crois qu'on a trouvé une langue, je crois que c'est l'iroquois où il n'y en a pas, ou une des langues iroquoises. Le phonème me, il y a bien une langue qui a été foutue de ne pas l'avoir non plus. Il y a toujours des langues qui se démerdent pour évoluer dans une direction Où tu où ça l'attends nous pas. fait aussi redéfinir notre définition même de certaines catégories de Supposé typologie de langue, universel. parce que c'est compliqué, ouais, c'est compliqué. Si jamais on avait c'est un truc moi, que je condamne souvent d'ailleurs en sciences humaines, dans la recherche, c'est souvent les groupes de contrôle, en fait, ils sont, quand c'est fait par des gens qui n'ont pas beaucoup de connaissances en linguistique, notamment en variété, hein, sur la diversité linguistique ou en histoire des langues, c'est qu'ils vont comparer des langues qui sont très proches entre elles en structure, ou alors que si jamais on prenait n'importe quel gars qui parle une langue en Amazonie, juste ça invaliderait tout, quoi. Tout s'effondrerait parce que ils ont des façons de faire qui peuvent être parfois très très différentes, notamment en conception, en la définition du vivant, la catégorisation de leur environnement, etc. Qui peut vraiment être très très différente. J'ai fait une vidéo sur le Piran, par exemple, qui est un exemple très contesté en linguistique, notamment parce que c'est un ancien générativiste qui avait dit, en fait, les générativistes, ils ont faux sur beaucoup de points.
et où c'était un peu fait tricard de la fac à l'époque. Ça avait été un peu compliqué pour lui, où en fait, bah ouais, aujourd'hui, la diversité linguistique recule beaucoup au profit de langues qui sont quasi toutes des langues indo-européennes. Essentiellement. Bon, il y en a d'autres, il y en a quelques-unes d'autres, mais malgré tout, les très 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 grosses langues sont des langues indo-européennes, notamment en Inde, hein, où là directement ça tue en nombre de locuteurs, on est sur des centaines de millions de personnes pour la moindre langue, le moindre dialecte de ce qui fut le prakrit et le sanskrit. C'est quand même énormissime. On a l'anglais, on a l'espagnol, on a le russe, etc. C'est quand même des langues indo-européennes qui ont quand même des structures qui sont quand même pas très très éloignées si on va vraiment sur le fond des choses. Et la plupart des petites langues qui mériteraient vraiment à être étudiées, qui pourraient nous révéler tout un tas de trucs sur comment fonctionne aussi le cerveau, bah celles-là, à mesure que le temps passe, elles disparaissent, quoi. Et donc on commence un peu aussi à avoir un angle mort sur aussi les possibilités même de ce que le langage peut donner, qui sont bah, moi qui m'attriste aussi, c'est vraiment le principal aspect de pourquoi est-ce qu'il faudrait sauvegarder la diversité linguistique. Bah, en fait, il y a un intérêt scientifique très, très basique, hein, ne serait-ce que celui-ci, hein, au-delà de tout autre aspect. Donc, J'en avais parlé avec un sociolinguiste une fois qui m'avait dit qu'il travaille beaucoup sur la conservation des langues et il m'avait dit qu'évidemment c'était quelque chose de très très important pour les raisons entre autres que tu viens de dire, mais qu'un des problèmes que ça posait, c'est que dès qu'on conservait des petites langues parlées par des petits groupes de locuteurs, on était très vite obligé de la standardiser et oui, potentiellement de la normaliser aussi, d'importer justement des schémas linguistiques qui n'étaient pas propres à cette langue. ça c'est évident, c'est évident. Les Piraans, ça s'est pas trop passé parce qu'ils sont tellement racistes qu'ils empruntent aucun mot, ce qui pose aussi d'autres questions, hein, où c'est vraiment eux qui ont dû, c'est Everett qui a vraiment dû apprendre le Pirahan pour aller là-bas. C'est vrai que il y a aussi un rapport de force qu'il faut définir et qui peut donner lieu effectivement à de l'influence ou de la contamination, enfin, peu importe comment on l'appelle. C'est évident, hein, c'est sûr. Hein, On arrive gentiment Ok. sur la fin du live. Sauf s'il y a d'autres questions, je voulais te demander quelle était ta langue imaginaire préférée. Tu as parlé un petit peu de Star Trek ou peut-être dans celle que tu as inventée. Est-ce qu'il y a une langue dans un univers de fiction que tu as particulièrement aimé et pourquoi? Mhm. Star Trek, je sais pas. Star Trek, j'aime beaucoup le Klingon, c'est vrai. J'aime beaucoup juste comme c'est écrit. Moi, j'aime bien voir la lettre Q en majuscule au milieu des mots, hein. Je trouve ça très sympa. Est-ce que tu peux décrire un petit peu le Klingon pour ceux qui voient pas à quoi ça ressemble? Je me suis jamais vraiment trop penché sur la grammaire du Klingon. Je veux dire Kapla qui veut dire c'est une salutation. Mais les Klingons, ce que je trouve intéressant, c'est que je crois qu'ils n'ont pas de mots pour dire merci. Ils ont tout un. En fait, leur langue est vraiment construite sur leur culture, quoi. Leur langue est vraiment le miroir de leur culture, ce qui est intéressant et ce qui est quelque part un peu normal. Et c'est aussi ça, quand on crée une bonne langue, c'est aussi une langue qui est adaptée à la société en fait qu'on cherche à décrire sans malgré tout tomber dans l'écueil non plus de d'essentialiser la langue. Une langue, elle a quand même toujours une part d'héritage d'une société qui a pu être très différente, ou aussi être projetée vers une société qui est en train d'évoluer. Donc ça, c'est le cas en français, par exemple. On en parle tout le temps, même d'ailleurs, en ce moment. Donc j'aime pas mal le Klingon pour ça aussi, parce que ça a été un peu un défi. Il me semble que le Klingon, par exemple, quand il a été créé, il y a très souvent les acteurs se gouraient dans les phrases, parce que c'est juste incompréhensible et impossible à lire. Et donc du coup, ça modifiait en permanence la grammaire standard du Klingon de référence, puisqu'il devait intégrer les erreurs comme étant désormais du canon, quoi. Forcément. Ah, donc en fait, la langue inventée est devenue une langue vivante un peu, quoi. Oui. Dans les faits, ouais, où ça force à donner et ça, je trouve ça très intéressant en termes de création, d'avoir des erreurs desquelles que tu es obligé de justifier et desquelles tu es obligé de construire ensuite et trouver un narratif pour les expliquer. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, je trouve, en termes de procédé. Et même d'ailleurs, moi, c'est dans mes créations, j'essaye d'éviter de défaire ce que j'ai déjà fait, toujours. Et s'il y a des trucs qui ne sont pas cohérents, c'est essayer de trouver une explication, quelle qu'elle soit, pour que ça rende les choses cohérentes. Et d'ailleurs, il me semble que c'est un processus aussi d'évolution de la langue, c'est-à-dire qu'il y a des erreurs qui sont complètement intégrées à notre vocabulaire ou à notre... je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait te donner comme exemple
Il y a Aujourd'hui, qui est un classique. Il y a Laëlia Véron, qui est une autre excellente vulgarisatrice en linguistique, qui a fait une chronique, je crois, sur France Inter là-dessus il n'y a pas longtemps, sur ces erreurs en fait qui entrent dans la langue. Donc Aujourd'hui, qui était un pléonasme au départ et qui finalement a été intégré en tant que tel. Après, moi, je pensais plus à des incohérences du type de phonologique. Par exemple, pourquoi le mot caillou ne se prononce pas chaillou, qui est la forme qu'on attendrait. Parce qu'en fait, il vient du nord. Et dans le nord, au-dessus de ce qu'on appelle la ligne de Jaurès, le K latin a été conservé et n'a pas évolué en che. C'est pour ça qu'on a aussi des distinguos entre campagne, champagne, etc. Ce genre de choses. Bon, là, c'est parce que c'est lié au latin, mais. Dans le Donc, même genre, des Réunionnais m'avaient théoriquement, mais. Dans le même genre, des Réunionnais m'avaient demandé pourquoi on disait voyage, mais pas goyave pour le fruit, la goyave, quoi. Et c'est vrai que j'avais pas de réponse intelligente à Goyave qui se dit dans les Antilles. Hein. Ouais, c'est comme les Suisses. Ils disent litchi, il n'y aurait pas de litchi là. Alors, j'ai juste une dernière question. Dans les langues inventées exceptionnellement différentes de tout ce qu'on peut connaître, il y avait le film Premier Contact. Je ne sais pas si tu l'as vu, qui a poussé le truc vraiment très très loin, mais qui essaye de mettre en scène, en tout cas, voilà, des extraterrestres qui parleraient qui auraient un système linguistique, on peut même pas dire qu'ils parlent en fait, tellement différent du nôtre, qui serait déjà extrêmement difficile à saisir, même avec le concours d'une linguiste qui est l'héroïne du film, mais qui en plus, ça reprend des éléments de ce qu'on appelle la théorie de la relativité linguistique, qui affecterait jusqu'à leur façon de percevoir la réalité. Oui, c'est Sapir-Whorf à l'extrême. Le film est intéressant. Hein. Je trouve ça. J'ai beaucoup aimé ce film. Hein. J'ai beaucoup aimé aussi la représentation graphique. Je trouve très beau. Je trouve ça un film très très beau. Est-ce que le travail de la linguiste t'a semblé cohérent, la façon dont elle essaie de comprendre leur système de communication? Après, on le voit assez peu, je trouve, dans le film. Je trouve qu'on voit assez peu. On la voit travailler, mais on comprend pas forcément exactement ce qu'elle fait. Il y a quelques moments où elle explique des choses, mais en fait, elle explique des processus de réflexion qui sont déjà assez aboutis, il me semble. Il me semble qu'elle explique notamment comment il peut y avoir des ambiguïtés, comment une phrase, un échange qu'on pourrait spontanément interpréter comme ayant tel sens pourrait en fait avoir plein d'autres sens différents, d'où la nécessité de faire des expériences, des vérifications pour trouver quelque chose de commun. Ça, c'est certain. D'ailleurs, ça, c'est un truc aussi qu'on oublie souvent en fait quand on parle de langue et quand on invente des langues et il y a quand même souvent une part d'arbitraire. Il peut y avoir des expressions figées qui ne veulent absolument pas dire ce qu'elles sont censées vouloir dire. En français, on en est rempli. En fait, dans toutes les langues, c'est ça, parce qu'il y a une composante culturelle, une composante historique. Et on a des mots qui peuvent être homonymes, on a des mots qui peuvent être désuets, etc., ou qui ne peuvent apparaître que dans certains cas. Des collocations, si on a des mots qui n'apparaissent qu'au contact de certains autres, etc. Ça, c'est assez intéressant et ça dit aussi quelque chose culturellement d'une civilisation. Donc moi, je trouve c'est important de les intégrer. C'est un truc très bête, mais par exemple, dans l'univers, la langue que je fais là pour Nexus 6, la race d'aliens, j'ai remarqué qu'ils n'avaient pas de poils du tout. Et tous les acteurs humains ont des moustaches. Et du coup, je crois qu'à un moment, il y en a qui utilisent le mot poil ou cheveux ou moustache, qui veut vraiment dire ça, mais qui en l'occurrence est une insulte. Et ça faut le savoir, mais parce qu'en fait, eux n'en ont pas. Donc, comment désigner l'autre, qui en plus, en l'occurrence, que tu le recherches et tu as envie de les tuer, par la particularité physique que tu n'as pas toi, mais qu'eux ont, quoi. Pareil. Donc là, il y a un sens au-delà, quoi. Je sais pas. C'est pas très forcément. Sapir-Whorf mériterait un développement. Malheureusement, on n'a pas le temps, mais tiens, je te mets un petit article de sciences humaines à propos de l'hypothèse Sapir-Whorf. J'avais fait un article sur la relativité linguistique il y a quelques temps. Toi, tu as déjà fait une vidéo sur Sapir-Whorf, la relativité linguistique? Non, mais ça avait été un moment, une éventualité, ce que je voulais faire. J'avais promis une vidéo sur le Chomsky, sur le générativisme aussi. Et voilà, Sapir-Whorf, c'est une chose qu'il faudrait que j'en parle. Donc surtout, du coup, là aussi l'opposition entre la version faible et la version forte de l'hypothèse, que souvent les gens prennent la version forte pour la dédire, mais en fait la version faible suffit très bien et fonctionne assez bien, je trouve. Donc voilà, moi je pense que pour moi le meilleur moyen d'envisager Sapir-Whorf version faible, c'est se dire à quel point ça structure notre façon de voir, c'est
et à quel point ça peut être dur d'envisager une autre façon de voir, c'est juste essayer de lire l'article Wikipédia sur la grammaire du basque. Voilà, essayez de faire ça. Vous allez voir ce que c'est qu'une langue ergative où il n'y a pas un sujet qui fait une action et qu'il y a un verbe qui l'a subi. Le fonctionnement est différent de ça. Et ça, voilà, ça ne fonctionne pas comme ça le basque, donc ça s'appelle une langue ergative. Là, je pourrais même pas vous expliquer ce que c'est l'ergativité, parce que je me relis cet article régulièrement pour essayer de comprendre régulièrement comment ça fonctionne. Et je commence à essayer de comprendre, je commence à arriver à envisager le truc en termes de comment on peut envisager en fait une action et des personnes et juste les lier différemment. C'est très très contre-intuitif et c'est super dur d'aller contre un modèle linguistique dans lequel on a grandi. En fait. Ah c'est ouais. quand même super dur, je trouve. Super compliqué. Ça se fait pas comme ça, quoi. Ça se fait pas. Ouais. C'est pas parce que c'est quelque part dans le cerveau à la base quand on est qu'on peut vraiment l'exprimer et le pousser et le comprendre intuitivement, quoi. Ok, je vous mets hop, les liens vers donc la chaîne de montée, hop, comme on va pas tarder à terminer. Vous avez sa chaîne YouTube, voilà, et ça c'est sa chaîne Twitch aussi, puisqu'il fait des lives régulièrement sur Twitch également. Sur sa chaîne YouTube, il y a voilà, la dernière vidéo c'est sur la langue de Charlemagne et sur comment sa langue s'est imposée dans le royaume. Ou pas. Ou pas, justement. Comment il a essayé en tout cas, mais il y a eu voilà, son influence sur la France. Voilà. Vous avez aussi, que je retrouve ça tout de suite, le bouquin sur lequel s'est basé Fabien pour bosser un petit peu les langues du trône de fer. Je sais pas si tu l'avais lu, monté, j'imagine, pour ta vidéo. Alors j'ai lu cette page-là, mais par contre, Frédéric, je l'ai déjà rencontré, moi, notamment il n'y a pas très longtemps, là, aux Intergalactiques, et j'ai beaucoup parlé avec lui. J'ai même fait des tables rondes sur les langues construites avec lui. D'accord. Le livre est sorti après la vidéo Ah, de le bouquin est montée. sorti après. Ok, Ouais, autant ouais. pour moi. Par contre, j'ai reçu comment parler à son alien. Là, je l'ai pas encore ouvert, mais je l'ai eu il y a pas longtemps. Il me l'a envoyé. Du même auteur, c'est ça? Du même auteur. Ouais, Ok. avec Landage. Et oui, ce qu'on peut dire, c'est que du coup, moi, la chronique pop culture qui est dans la nouvelle formule de sciences humaines, qui paraît donc dans 2 semaines, sera consacrée à Game of Thrones. Et ouais, à côté de ça, regardez aussi, lisez les linguistes, faut le dire, souvent regardez-les. Regardez les vidéos de montée. Moi, j'aime beaucoup celle sur l'Académie française, mais c'est un prisme personnel. Ouais, c'est vrai qu'elle est bien. Elle est tout en haut de la J'ai chaîne en revu de plus. l'actu là il y a 2 jours, j'ai vu. Mm. Ouais, c'est ça. Il y en a toujours. Voilà, bah, je crois qu'on arrive au bout. Donc le dernier magazine en kiosque, je vous le montre quand même, histoire de faire un petit peu de promo. Voilà, La France d'après, le dernier Sciences Humaines dans les kiosques jusqu'à dans 15 jours, puisque dans 15 jours c'est le prochain numéro avec la chronique de Fabien sur Game of Thrones. Et puis voilà, merci à tous. Merci Monté, c'était super sympa de t'avoir avec nous ce Merci soir. Un plaisir. Super intéressant, en tout cas, je trouve que tu vulgarises super bien, donc voilà, c'était très bien. Merci Fabien d'avoir été là, merci le chat pour vos interventions, pour vos questions, merci aussi à tous ceux qui nous ont regardés et qui n'ont pas posé de questions, c'est bien que vous ayez été là aussi. La semaine prochaine, donc c'est même heure, même endroit, et je reçois Dr Pierre, qui a une chaîne Twitch et qui est vulgarisateur en civilisation, histoire américaine, et qui est super intéressant, et on parlera avec lui du cinéma d'horreur et de comment le cinéma d'horreur raconte l'histoire des États-Unis. Donc voilà, on sera tous les deux la semaine prochaine pour parler de ça. Vous êtes encore une fois les bienvenus. D'ici là, portez-vous bien, passez une bonne soirée et à plus. Salut tout le monde. Salut.